Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. On est parti de ce constat du sacrifice qui était devenu une complication en France. C'était devenu compliqué de pouvoir effectuer son sacrifice correctement et répondre à une problématique aussi éthique, à savoir aujourd'hui, Allô Mouton propose des agneaux de qualité supérieure. C'est des agneaux qui sont élevés en plein air, qui sont nourris sans OGM, avec très peu de portions de céréales. L'objectif, c'est de proposer des produits de qualité et de upgrader tout simplement le côté produit et qualité dans le marché du halal. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Roxane. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Très bien. Roxane, pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation assez rapide de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Ok, alors c'est toujours complexe comme question. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je pense que c'est l'une des questions les plus dures. C'est ça, en fait, c'est de prendre un peu de recul sur soi-même et de se dire, OK, en fait, j'ai la trentaine, on va dire ça comme ça. Je suis maman de 2 enfants, entrepreneuse depuis l'âge de 21 ans. J'ai lancé mes sociétés avant même de finalement finir mes études. Donc, j'ai fait un master qui était spécialisé en commerce et en marketing international. L'idée, c'était vraiment de pouvoir travailler non pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Du coup, j'ai eu un parcours avec des plus ou moins, enfin des moyennes et longues périodes où j'ai vécu à l'étranger, notamment dans 3 pays différents. Et c'est ce qui a permis aussi finalement d'avoir un cursus intéressant et de ressortir de mes études avec un bagage supplémentaire. Donc voilà. C'était l'université ou c'était une école de quoi? Alors, j'ai commencé par un BTS en commerce international, puis ensuite, Ok. j'ai été en université. J'ai été en université classique. Ok. Et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout parce que ça a été une très bonne école pour moi et j'ai vraiment eu des enseignants qui m'ont tiré vers le haut et qui, pour la plupart, étaient d'ailleurs entrepreneurs, puisque j'avais en fait une spécificité dans mon cursus qui était l'entrepreneuriat. Donc, Ok. dès le départ, c'est vrai qu'il y avait une petite étoile sur ce point-là où on savait que la plupart des personnes qui étaient dans mon cours ou dans mon amphi allaient se lancer ou s'étaient déjà lancées. Ok. Et cette envie de faire une partie de tes études à l'étranger, ça vient d'où? C'était une volonté propre à toi ou on t'a poussé, tes parents t'ont poussé? Comment ça t'est venu? Déjà, je suis moi-même issue de 2 cultures différentes, donc j'ai déjà beaucoup voyagé quand j'étais petite. Ok. Et en règle générale, voilà, je le dis souvent, mais je compte un peu le nombre de pays que j'ai fait. Mon Ok. objectif, c'était de faire autant de pays que d'années que j'avais. Aujourd'hui, j'en ai fait 30, j'en ai 2 de retard, du coup, j'en ai 2 de retard, mais j'ai voyagé dans beaucoup de pays Ok. et dans plusieurs pays de nombreuses fois aussi. Et je pense que ça, c'est un peu la chance que mes parents m'ont donnée, c'est de me dire, voilà, comme je suis issue de 2 cultures différentes, donc d'un côté, j'ai ma maman qui est polonaise et qui m'envoyait chaque année en vacances en Pologne, et de Tu l'autre parles côté, j'ai mon polonais? papa je parle le polonais couramment, Wow. je parle le polonais couramment, et de l'autre côté, j'ai mon papa qui est iranien et qui, du Ok. coup, voilà, tous les 2 ans à peu près, on allait en Iran. Et je parle aussi le persan. Alors, je Wow. ne le parle pas comme je parle le français. Euh, le français et l'anglais, c'est des langues que je maîtrise totalement. Mais le persan et le polonais, étant donné que je ne le pratique pas au quotidien, je dirais que j'ai un niveau de collégien, en fait. C'est-à-dire que Hmm. je m'exprime, mais dès qu'on commence à avoir des conversations, ouais, Je suis jamais allé des en Pologne conversations trop. ni en Iran. Ouais, c'est pas des pays qui sont. Enfin, quoique l'Iran un peu plus quand même. C'est un pays qui est magnifique. Oui. Ouais, alors il est magnifique et malheureusement il n'est pas, euh, comment dire, il n'est pas entre guillemets considéré à sa juste valeur et pour cause, hein, c'est que il y avait quand même pas mal de problèmes politiques en Iran et Hmm. finalement, bon, les gens ont un petit peu peur parfois d'y aller, Ouais. mais le tourisme commence quand même à se développer pas mal. Ok. Du coup, tu poursuis tes études
grâce à ton éducation, en fait, qui te poussait à voyager beaucoup. Ça C'est t'a ça. aussi poussé pendant tes études à voyager encore plus. Quand même, 3 expériences à l'étranger. Quand on fait des grandes écoles ou quoi que ce soit, 3 expériences à l'étranger, c'est pas mal. Mais je pense que quand on a en fait face à soi ou dans sa famille des personnes qui nous soutiennent et qui nous poussent Mhm. à se dire qu'on peut y arriver, qu'on peut voyager, même si on n'avait pas beaucoup de moyens. Ouais. Quand je partais à l'étranger et que j'avais mon appartement étudiant ici en France, j'étais obligée de le louer pour pouvoir payer ma location à l'étranger. Donc, euh, j'a- j'avais ce stress un petit peu financier où je me disais quand même, il y a une difficulté à voyager, mais je me challenge, j'ai envie de partir, j'ai envie d'apprendre et j'ai Mhm. jamais autant grandi que par les expériences que j'ai eues à l'étranger. Tout simplement parce que la vision des gens, en fait, est différente. Et j'ai toujours su qu'en France, je me trouvais, enfin voilà, il y a une mentalité qui est présente. Mhm. Et je me sentais pas forcément en accord avec et j'avais besoin de voir ce qui se passait autre part. Ok. T'as fait quel pays? C'est quoi les 3 pays? Alors, du coup, l'un des premiers pays que j'ai fait, c'est les Émirats Arabes Unis. Donc, je l'ai fait Ouais. en 2009. Donc, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, hein. Mhm. Pas du tout. Il faut se dire que, voilà, que c'était plusieurs années en arrière et que Dubaï n'était pas aussi développé. Moi, je me rappelle, j'étais dans le quartier de Dubaï Internet City pour aller au boulot. Il y avait encore du sable et quand j'arrivais au travail, j'étais obligée d'enlever mes chaussures et d'enlever le sable parce que c'était pas ce Mhm. qu'on connaît aujourd'hui en fait. Ouais. Ensuite, j'ai fait. Alors, ça a été une bonne expérience, mais ça n'a pas été ma meilleure expérience. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, il y a quand même un gros clivage entre les personnes qui sont expatriées là-bas, les personnes qui vivent et finalement euh, les personnes qui travaillent pour pas grand-chose. Donc, c'est vrai Mhm. qu'au niveau mentalité, je ne me retrouvais pas forcément dans cette mentalité, même au niveau entrepreneurial. Enfin, au Ouais, niveau cette d'entreprise, différence de c'était. classe avec, entre les travailleurs et les Ouais, expats et les ouais, ouais. locaux. Ouais, ça a été un petit coup. Et puis j'étais jeune, j'avais 19 ans, donc pour moi, c'était ma première expérience. C'était aussi surtout pour apprendre l'anglais, pour Mhm. perfectionner mon anglais. Ensuite, je suis partie aux États-Unis 2 ans après. Aux États-Unis, là, ça a été l'expérience vraiment qui m'a changé. Non seulement parce Mhm. que j'étais dans une petite structure, mais aussi parce que j'avais eu beaucoup de responsabilités et que j'avais pu finalement travailler avec mon voile dans Mhm. un poste de stagiaire, certes, mais un poste de stagiaire en fait cadre, enfin qui aspirait à être cadre. Et on m'a donné beaucoup de responsabilités, on m'a autonomisé. Et franchement, ça a été vraiment une expérience très enrichissante. Et c'est surtout les connaissances qu'on fait finalement qui parfois changent un petit peu notre manière de voir les choses et nous Ouais. poussent à devenir, enfin à aspirer en tout cas à mieux Mhm. et à avoir une vision de la vie un petit peu différente. Ça Et le troisième t'a, voyage, pardon. je vais juste te demander, comment est-ce que ça t'a transformé ce voyage aux États-Unis, le fait de pouvoir travailler dans une structure, avoir des responsabilités, qu'est-ce que ça t'a apporté? Euh, la première chose, donc, il faut savoir que j'étais à Manhattan. Donc, c'est vrai que Manhattan, c'est pas tous les États-Unis, hein. Manhattan, c'est très Mhm. particulier. Il y a énormément de cultures différentes. Ok. C'est ce qui fait la beauté, finalement, de, de New York, en fait. C'est qu'on se Ouais. dit, bon, ben, voilà, on peut être voilé, on peut être de telle ou telle origine. Il y a pas de stop. Il y a pas, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Moi, je ne Mhm. l'ai pas ressenti. Après, peut-être que d'autres personnes peuvent le ressentir différemment. Surtout, cet esprit où il y a très peu de hiérarchie. En fait, ton boss ou ton responsable, il te parle comme si tu étais son égal. Et tu as cette sensation d'être considéré beaucoup plus que dans les sociétés où j'avais fait des stages en France. J'ai fait un stage, par exemple, dans une des sociétés du CAC 40, la Société Générale. Mhm. Franchement, j'avais 10 supérieurs au-dessus de moi et quand je donnais une information ou quelque chose, je voyais que c'était pas pertinent pour eux. Même Mhm. si j'essayais de faire avancer, entre guillemets, un petit peu les choses. Et aux États-Unis, non, ça a été vraiment une expérience très différente. Les gens sont ouverts d'esprit. Euh, le voile sur la tête, ça les choque pas. Pour exemple, bah, je travaillais pour une entreprise de textile
Je développais tout l'aspect marketing, mais j'ai développé aussi un petit peu l'aspect commercial. Et j'allais en rendez-vous avec mon voile dans des sociétés type Converse, Kate Spade. C'est vraiment des noms qui sont connus et reconnus. Et, euh, et voilà, ça ne Ça n'a me jamais posait pas posé de problème. problème. Jamais, jamais, ça m'a jamais posé problème. Au contraire, en fait, c'était comme une sorte de style. Les gens me Mhm. disaient, ah, mais c'est joli ce que tu portes, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude Ouais. de voir aussi beaucoup de voiles, Ouais. en tout cas à l'époque où j'y étais. Ok. Et du coup, je t'ai coupé la troisième expérience. Du coup, la troisième expérience à Londres, beaucoup plus courte, mais pareil, en fait, c'est la même idée. Le côté anglo-saxon, je pense que c'est quelque chose qui me plaît, le mélange de cultures, le fait qu'on s'accepte les uns les autres. Euh, voilà, moi, je suis moi-même issue de deux cultures, donc forcément, ça me, je me retrouve pas forcément toujours dans, en tout cas ici en France, je ne retrouve pas toujours ma place Hmm. en tant que Française musulmane avec différentes cultures. Voilà, donc Ouais. c'est ça qui, qui m'a le plus plu dans mes expériences à l'étranger. Ok. Il y avait des différences, par curiosité, du coup, entre l'Angleterre et les États-Unis. Les deux étaient ouverts, mais est-ce que, je sais pas, il y avait des différences entre Hum, les deux pays? ouais. Alors, les États-Unis, c'est plus waouh. En fait, tout est amazing. Vraiment, les gens sont, sont hyper accueillants. J'habitais en fait dans un quartier où voilà, enfin, voilà, j'étais quand même une femme seule. J'avais cette petite crainte d'être voilà, d'avoir des soucis. Et en fait, j'ai créé autour de moi une petite communauté où il y avait des familles qui me connaissaient. Il y avait voilà, les commerces de proximité, etc. Et c'est marrant parce qu'ils s'inquiétaient pour moi. Et le jour où je suis partie, il y a eu un vrai. Enfin, Hmm. je continuais à recevoir des messages de ces personnes-là. Ça a été une expérience où en fait, on s'est beaucoup liés les uns aux autres. Et voilà, ça fait, je sais plus, ça doit faire, j'arrive même plus à me rappeler, on est en 2022. Ça doit faire ouais, quasiment 10 ans que j'ai eu cette expérience et j'ai encore des nouvelles des personnes chaque année, que ce soit Wow. sur Instagram, sur WhatsApp. On continue à avoir ce lien parce qu'il est fort. Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus retourner aux États-Unis à cause de ma binationalité. Vu que je suis iranienne, Ah, les Iraniens ne peuvent pas voyager aux États-Unis. Mais avant cette restriction, j'y allais souvent, j'y allais très elle n'est pas souvent. revenue en arrière. C'est sous Trump qui ont fait ça, hein. Ouais, c'est sous Trump qu'ils l'ont mis. Bah, normalement, Biden devait l'enlever. Et en fait, non, c'est toujours là. Après, c'est des demandes de visa, mais en fait, j'ai trop de fierté pour demander un visa et pour me dire, je suis obligée d'expliquer, d'avoir un rendez-vous à l'ambassade pour expliquer pourquoi j'ai envie de partir en voyage euh, alors que je suis une simple citoyenne, quoi. Enfin, je vois pas où est le problème Hmm. finalement. Je Et comprends. ouais, bon, il y a un problème de fierté aussi derrière. Je pense que si je faisais cet entretien à l'ambassade, peut-être que j'aurais un visa. Mais en Hmm. fait, rien que Après, le fait de t'as devoir pas trop de demander un visa. besoin d'y aller. Enfin, il y a suffisamment de pays que tu peux aller visiter, hein, j'imagine. Ouais, mais ça T'as me pas envie d'y manque quand aller? Ah, même. ça te manque. Ouais, 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 ouais. Je me suis toujours dit, enfin voilà, aujourd'hui, maintenant que j'ai des enfants, que j'ai construit ma famille, j'aimerais qu'ils aient une expérience à l'étranger pendant Hmm. leur jeunesse, pendant qu'ils sont jeunes, pour qu'ils puissent voir en fait ce qu'il y a de beau à l'extérieur. C'est-à-dire y Et c'est pour ça que vivre, ouais, y vivre un petit peu. ouais, peut-être quelques mois, peut-être une année scolaire, voilà, mais Hmm. je pense que ça ouvre l'esprit aux enfants. Je le vois, ne serait-ce qu'à travers les voyages, on essaye de voyager 2 à 3 fois par an, voilà, pas forcément loin, ça peut être loin, proche dans nos pays d'origine, Hmm. et je les trouve à chaque fois changés parce que ils découvrent une nouvelle culture, une nouvelle langue, ils Hmm. nous voient parler dans une langue étrangère, et en fait, même s'ils sont petits, à chaque fois qu'ils reviennent, c'est quelque chose qui est ancré en eux. Et Mais je quand tu dis crois vacances, parce que profondément que par rapport aux vacances, il y a vacances et vacances. Tu vois, il y a vacances, tu pars et tu vas dans ton coin, tu prends ta petite maison avec piscine, euh, ouais, ou dans ton petit Airbnb, je sais pas, et tu restes dans ton coin. Il y a vacances, rentrer dans la culture, visiter certains lieux, essayer de découvrir la culture. Si tu pars de quel type de mm, vacances? ouais. Ça dépend du degré de fatigue. Quand on est très fatigué, on est en mode vacances plutôt cool. Et quand Ouais, on est en version un peu route, oui, l'idée, c'est de voyager. Là, par exemple, j'ai pour projet de partir en Corée et au Japon. Alors, pas ouais, tout de suite, j'attends qu'ils grandissent un tout petit peu, mais je vais pas rester dans un hôtel à me pavaner. Clairement, l'idée, ouais, c'est de pouvoir
comprendre la culture, voyager dans les pays, essayer d'être au contact des locaux. Je suis pas trop musée. Je suis vraiment. J'ai besoin de ressentir ce qui se passe à l'extérieur. Voir les gens, ouais. Voir les... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est exactement ça qui m'a justement fait grandir dans les expériences où j'ai été, c'est que j'étais obligée de me confronter aux gens parce que j'étais Mhm. obligée d'être avec des locaux, que ce soit à Dubaï, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Et le fait d'être obligé, en plus de parler dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, Mhm. ça te pousse euh, à comment dire, ça te pousse un petit peu dans tes retranchements. Donc c'est cool, Mhm. c'est cool. Ouais. Ok, donc tu finis tes études, tu fais ton dernier stage du coup à Londres. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Entre-temps, donc je termine mes études à 24 ans, mais Mhm. entre-temps, j'avais monté ma société, donc j'avais créé voilà, une micro-entreprise, hein, statut d'auto-entrepreneur, où Ok. j'étais consultante en fait pour un cabinet de conseil. Donc j'ai accompagné les entrepreneurs qui souhaitaient se lancer à développer leur structure. Donc ça pouvait être site internet, réseaux sociaux, business plan. Ok. J'avais en fait cette faculté, euh, alors que c'est vrai que j'étais jeune avec le recul. Maintenant, je me dis quand même, même aujourd'hui, j'aurais pas la prétention de faire ces cours-là, Ouais. mais j'étais plutôt sûre de moi à l'époque. Et C'était américain, ça. ouais, peut-être que c'est mes voyages qui m'ont changé. Et donc, je donnais ces cours. Mais après, j'avais affaire à des novices aussi. Donc, c'est des personnes qui ne Mhm. connaissaient rien. Donc forcément, quand on part avec des personnes qui ne connaissent rien aux réseaux sociaux, aux sites internet et autres, forcément, voilà, j'avais un petit côté d'avance. Donc, j'ai fait je vais pas appeler ça des conférences, mais c'était des cours, en fait, entre 30 à 50 personnes où voilà, Ah, quand j'abordais les même. différentes thématiques. Oui, il y avait quand Mhm. même du monde. Et pour moi, c'était stressant, hein. Allez, ça l'est toujours aujourd'hui quand je dois m'exprimer devant du monde, mais c'était principalement des cours voilà, pour lancer son business, des personnes qui avaient quitté leurs emplois de salariés et qui voulaient se diriger vers l'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance, parce que pour moi, ça a été une chance d'accompagner les militaires qui étaient en fin de carrière, puisqu'ils ont leur retraite assez jeune, et qui Mhm. voulaient du coup se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et ça a été une expérience très intéressante et très enrichissante dans le sens où ces personnes, en fait, elles sont dans un, dans une espèce de bulle, en fait, pendant toute Ouais. leur carrière. Et, euh, Mhm. et quand on leur parle de notre expérience, de nous, ce qu'on voit et du terrain, finalement, on a l'impression enfin, ils buvaient mes paroles. Et Mhm. c'était hyper enrichissant de pouvoir en tout cas contribuer en tout cas j'espère, à la réussite ou au lancement de ces personnes-là. Ok. Tu as parlé de militaires. Le reste du public, Mm. c'était un public varié. Principalement, c'était des CSP+, c'était des personnes qui avaient eu des postes de cadre, D'accord. Mhm. qui avaient entre 35 et 40 ans. Il y avait aussi de jeunes entrepreneurs qui faisaient ces formations, enfin de jeunes Mhm. personnes qui faisaient ces formations, je pense, pour, voilà, pour analyser un petit peu le contexte en général, mais qui n'avaient pas forcément de projet. Puis il y avait des Ok. personnes qui avaient des projets concrets, qui voulaient se lancer, mais qui Mhm. avaient besoin de cette écoute et de cet Mhm. accompagnement pour passer le pas finalement. D'accord. Ouais, c'est super intéressant, franchement, faire ça, alors que tu n'avais même pas fini tes études, en fait, si je comprends Non, bien. j'avais pas fini non, j'avais pas fini mes études, euh, mais, euh, mais j'avais déjà commencé à travailler pour des petites structures et puis je me sentais à l'aise et moi-même j'avais Ouais. à l'époque tout le monde avait un blog. Enfin voilà, j'ai commencé Instagram tôt, j'ai commencé les blogs tôt et j'ai toujours été un petit peu autodidacte. Donc finalement, j'ai trouvé une légitimité à le faire. Et Mhm. après, si le travail a plu aussi au cabinet et aux personnes, c'est que je l'espère, j'ai apporté quelque chose de enfin, une plus-value, tout simplement. Ouais. Ok, d'accord. Donc, tu continues, en fait, ton activité. Après tes études, tu Ouais, continues à faire cette activité avec peut-être plus à temps plein ou... exactement. En fait, du coup, je continue cette activité et ça me génère des clients, finalement. Mhm. Donc, au départ, c'était juste du consulting et les gens commencent à être intéressés et à se dire, bon, j'aimerais bien, voilà, si tu peux me faire telle ou telle chose pour ma structure, stratégie, business plan, ouverture de la société, structure juridique, ce genre de choses. Et je me retrouve à finalement adorer le côté communication,
enfin, tout ce qui est stratégie digitale et réseaux sociaux et avoir un attrait particulier pour ça. Donc, on commence à me solliciter de plus en plus pour cette partie-là, notamment du coup des clients qui sont devenus finalement, j'ai rencontré par ce biais-là justement mes associés d'Allo Mouton. OK. Euh, donc, au début, c'était du consulting, c'était une prise de connaissances, etc. Et puis finalement, on a créé un projet qui, euh, qui était tout autre de ce sur quoi ils étaient partis au départ. Mhm. D'accord. Donc, Allo Mouton, on n'en a pas encore parlé, donc c'est à la structure actuelle que tu vas présenter très prochainement. Mais en fait, du coup, tu faisais ton consulting avec ces différentes personnes, tu continues à faire tes cours, Ouais, et si j'ai bien compris, avec ces personnes-là, enfin, une ou deux personnes qui sont devenues plus tard tes collaborateurs, vous avez décidé de monter votre propre structure. c'est ça. Comment tu es arrivé de les accompagner à fonder un projet avec eux? Est-ce que c'était déjà leur projet qui s'était venu, enfin, qui te présentait eux, ou c'était un autre projet? Et comment vous en êtes arrivé à monter cette structure? Alors en fait, ça va dépendre des structures, puisque du coup, il y en a deux différentes, mais en général, soit on arrive avec une idée pas aboutie, et moi, je viens pour donner des idées, compléter la stratégie. Et là, en l'occurrence, pour le cas du coup d'Allo Mouton, je pense que j'ai apporté une plus-value qui a fait que c'était déterminant dans l'entreprise d'avoir une personne qui gère cette partie-là. Mhm. Et puis pour le côté et puis après les clients que j'ai pu avoir et qui se sont intéressés du coup au fait de continuer l'aventure avec moi, ça a été, je pense aussi pour cette plus-value que j'ai apportée, Mhm. tout simplement. Après, je suis quelqu'un de très consciencieux, de très. Mon objectif à chaque fois, c'est j'ai ce côté un peu altruiste où j'ai envie de faire du mieux possible. J'ai toujours essayé de viser l'excellence. Ça a été mon objectif depuis mes études jusqu'à encore aujourd'hui. Et de se dire, voilà, j'évite, en tout cas, je déteste, enfin, je dis souvent ce mot-là, mais les personnes qui ne font pas leur boulot, qui le font de manière médiocre, parce que je pense que voilà, on a tous une tâche, on a des tâches à accomplir et notre travail, finalement, reflète un peu la personne qu'on est. Et moi, je suis quelqu'un Mhm. d'hyper engagé niveau boulot. D'accord, d'accord. Et c'est eux qui t'ont proposé de t'associer du coup. Oui, dans les deux cas, Mhm. oui. Ouais, dans Ok, les deux cas, oui. d'accord. Donc, vu qu'on est arrivé au moment où vous créez cette entreprise Allo Mouton, est-ce que tu peux nous présenter Allo Mouton? Qu'est-ce qu'Allo Mouton? Alors, du coup, Allo Mouton, c'est un site de vente en ligne spécialisé dans Mhm. les sacrifices pour l'AID, pour les naissances. En fait, voilà, quand j'ai rencontré mes associés, au départ, l'idée, c'était de vendre des agneaux sur Internet. L'idée, c'était de vendre des agneaux de l'AID sur Internet parce qu'aujourd'hui, il y avait Le Bon Coin, il y avait deux, trois boucheries qui le faisaient, mais il n'y avait pas forcément d'acteurs prépondérants sur le marché. Et ça fonctionnait déjà dans un ou deux pays. Je crois que voilà, ça commence à se démocratiser. Et en France, ça n'existait pas. Donc, c'était de pouvoir répondre à une problématique, mais en version digitale. Du coup, se dire, voilà, on va pouvoir toucher plus de personnes grâce au côté numérique. Mhm. Et donc, il n'y a pas que ça, puisque donc, on est parti de ce constat du sacrifice qui était devenu une complication en France. C'était devenu compliqué de pouvoir effectuer son sacrifice correctement Mhm. et répondre à une problématique aussi éthique, à savoir, aujourd'hui, Allo Mouton propose des agneaux de qualité supérieure. C'est des agneaux qui sont élevés en plein air, qui sont nourris sans OGM, avec très peu de portions de céréales. L'objectif, c'est de proposer des produits de qualité et de Mhm. upgrader tout simplement le côté produit et qualité dans le marché du halal. D'accord. Du coup, la mission d'Allo Mouton, c'est de proposer des moutons ou des agneaux de qualité pour la communauté musulmane de Ouais, manière plus facilement accessible, si j'ai bien compris. c'est ça. Du coup, les atouts aussi qu'on a voulu mettre en avant, c'était euh, un sacrifice après la prière, parce que ça, du coup, c'est souvent méconnu, mais parfois, certaines structures faisaient les sacrifices avant la prière de l'Aïd, alors que ça n'est pas légiféré, que ça n'est pas la manière dont on doit tout Mhm. simplement faire le sacrifice. On a voulu aussi apporter une certification qui est aujourd'hui Ashahada,
qui est reconnu en France pour son sérieux, tout Ouais, simplement parce que ça permettait de rassurer les clients sur l'achat qu'ils allaient faire en se disant, bon, OK, Allo Mouton, on ne connaît pas, mais à Shahada, on connaît. ouais, Et sur le lancement, c'est vrai que ça a été une chose qui a vraiment fait la différence. Et la troisième ok, chose, c'est qu'on a apporté une nouvelle manière de consommer pour l'Aïd, c'est la découpe et la mise sous vide qu'on a proposé. Donc, on facilite, entre guillemets, euh, le le stockage. client qui va, voilà, le client qui va venir récupérer son agneau, en fait, pas en forme, pas en carcasse, mais en sachet déjà découpé. C'est un colis. Alors, Ouais. certaines personnes vont dire, voilà, c'est pas ça l'Aïd. Mais en fait, je le dis souvent, on répond à une problématique qui était réelle, à savoir que beaucoup de personnes ne faisaient plus le sacrifice de l'Aïd en France parce que ils ne savaient pas comment faire, parce qu'ils ne savaient pas où s'orienter. C'est pas facile Mm. pour tout le monde de trouver une alternative pour pouvoir sacrifier son agneau. Tout le monde n'est pas en capacité aussi de le faire. Et puis après, en Mhm. France, on a aussi, il faut le dire, hein, beaucoup de personnes, enfin, pas qu'en France hein, d'ailleurs, mais on a des typologies de familles qui sont différentes. On va avoir des familles où il n'y a pas forcément de père de famille. On va avoir des personnes qui vont être des familles reconverties qui ne savent pas forcément comment faire le sacrifice ou voilà, qui n'ont pas forcément été accompagnées. On a des veuves, voilà, on a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on nous dit quand les gens commandent chez nous, ils nous disent merci, merci d'être là parce que sinon, on Mm. n'aurait pas fait notre sacrifice et vous êtes une alternative qui pour nous nous soulage et on est sûr de ce que vous faites. Vous sacrifiez Mm. après la prière de l'Aïd, vous êtes certifié et vous proposez surtout de la découpe, la mise sous vide et le côté éthique. Donc, on a essayé de rassembler voilà, tous ces éléments pour finalement proposer quelque chose de un produit de qualité Ouais, et un service de qualité. ok, Maintenant, la perfection n'existe pas, mais on essaye bien sûr. de faire mieux chaque année. Très bien. Je pense que ça serait bien si tu pouvais nous rappeler rapidement le principe du sacrifice, en fait, le côté pourquoi on doit sacrifier, à quel moment, le côté si c'est obligatoire, c'est pour par personne, pour une famille, etc. Enfin, les règles de base par rapport à ça. Alors, pour le sacrifice en général, donc pour l'Aïd Adha, je parle, le sacrifice se fait généralement après la prière. Donc, on commence à faire les sacrifices. Le premier jour étant le jour de l'Aïd, et les 3 jours qui suivent sont les jours qu'on appelle les jours Tashrik. Donc, au final, on peut sacrifier pendant 4 jours. Il y a beaucoup de personnes qui se méprennent et qui pensent que le premier jour est obligatoire, mais non, on a vraiment un délai de 4 jours pour pouvoir le faire. Euh, L'importance, elle se retrouve dans plusieurs choses. Un, dans l'âge de la bête. La bête doit avoir au minimum 6 mois. Et ça, c'est une condition sine qua non pour pouvoir faire le sacrifice. La D'accord. deuxième chose, c'est que la bête ne doit pas avoir de défaut invalidant. Elle ne doit pas être borgne, elle ne doit pas boiter. Ça doit vraiment être une belle bête. Et voilà. Enfin, et la dernière chose, c'est que ça doit être une belle bête finalement. C'est qu'on Mm. sacrifie pour Allah Zawajel et on ne doit pas se dire on va sacrifier une petite bête, on se dit on choisit le mieux, on choisit le Ouais. meilleur, puisque c'est un sacrifice, c'est un acte d'adoration avant tout, et ça a Mm. une importance primordiale. Ça a une importance primordiale. Euh, pour Souvent, les ce qui est fait, naissances, c'est puisque du coup, qu'on essaie pardon. d'avoir la bête la moins chère, malheureusement. Ouais, ouais. Alors souvent on nous dit oui, ouais, voilà, on oublie en fait le côté, on va dire le côté acte d'adoration et l'importance finalement de la raison pour laquelle ce sacrifice est obligatoire pour les personnes bien évidemment qui sont en capacité de pouvoir le faire. C'est que c'est un aspect religieux euh, qui, qui, qui prime surtout et une importance que parfois on néglige en fait par habitude, par culture. Et comme tu disais, du coup, voilà, des fois, des personnes qui disent je veux un petit agneau, voilà, on est une petite famille, on veut pas beaucoup. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'aussi la sunna préconise l'idée, c'est de donner un tiers à son voisin, de donner un tiers à des personnes dans le besoin et de conserver un tiers pour soi. Après, sur Allo Mouton, on a proposé une alternative puisqu'il y a des personnes en fait qui finalement ne souhaitent plus aujourd'hui conserver leur agneau. Je prends un exemple. On est une famille, on va avoir des frères et des sœurs, on va avoir nos parents. Voilà, généralement la responsabilité incombe au chef de famille. Quand tu es une famille avec 2 ou 3 frères et sœurs et des parents,
tu te retrouves avec 5 agneaux. On se retrouve finalement dans une surconsommation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le don est devenu une alternative intéressante en se disant, je ne vais pas prendre mon agneau parce qu'on va être dans une surconsommation de viande excessive et on ne va pas consommer autant d'agneaux enfin, autant de viande voilà, qu'on a sacrifié, mais ça reste important de faire un sacrifice pour une famille. Du coup, pour les agneaux, en l'occurrence, c'est un agneau égale une famille. Ce sacrifice, il est obligatoire en islam ou c'est une recommandation? Il est obligatoire pour les personnes qui sont en capacité de le faire. Mais les Mhm. personnes qui ne peuvent pas financièrement le faire, voilà, ça reste une sunna fortement recommandée. D'accord. Et du coup, il y a une chose importante que je voulais aborder, c'était le côté pédagogie aussi qu'on avait chez Allo Mouton. Mhm. Aujourd'hui, on est dans cet aspect où en fait on a affaire à des donateurs ou à des clients qui ne sont pas forcément toujours au fait de ce qu'on a le droit de faire. La procuration fait partie de la sunna, surtout pour le sacrifice. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, elles doivent le faire par elles-mêmes, mais c'est comme toujours, hein. On se donne nous-mêmes des interdits ou on s'interdit de faire des choses parce qu'on Parce qu'on n'a pas on l'habitude. reste plus. Voilà, c'est ça. On n'a pas l'habitude ou on n'a pas eu, voilà, on n'a pas eu forcément Mhm. cette éducation ou ces connaissances. Mais ça reste quelque chose que l'on peut déléguer, surtout pour les personnes qui sont en difficulté lorsqu'elles doivent le faire. Ouais. J'avais une question aussi par rapport à la qualité de la viande. C'est souvent dans le halal, en fait, enfin, je sais pas si c'est aussi le cas pour tout ce qui est sacrifice, mais souvent, il est connu, enfin, il est bien connu que la viande halal, souvent, c'est l'une des moins bonnes qualités Mm. qu'on peut retrouver. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de belles initiatives où justement, dans la communauté, on cherche à avoir de la qualité. Euh, on le voit avec des boucheries qui aujourd'hui proposent des services plus ou le halal tout simplement qui s'oriente vers le bio ou le label rouge, donc pour montrer justement qu'il y a un aspect qualitatif. Mhm. Euh, et après, en général, nous sur Alou Mouton, on est dans une hyper spécialisation où on a souhaité se concentrer sur un seul et unique produit, justement pour pouvoir proposer un produit d'une grande qualité. Aujourd'hui, on Mhm. fait pas, voilà, on propose pas du bœuf, du veau ou autre chose. On est vraiment sur un seul produit et les gens enfin, reconnaissent notre travail à travers enfin, en tout cas, reconnaissent la qualité d'Allo Mouton justement grâce à cette spécialisation dans laquelle on s'est concentré. Ok. Et le sacrifice, il est effectué en France, dans d'autres Alors, pays? on travaille en fait avec 2 abattoirs. Mhm. Toute l'année, pour tout ce qui est naissance, on est uniquement donc en Poitou-Charentes, où la qualité de l'agneau est vraiment d'une très bonne qualité. Donc, on sacrifie directement sur place avec les sacrificateurs et les certificateurs. Ok. Et pour l'Aïd, c'est une question d'éthique, mais aussi de qualité et aussi principalement d'âge des agneaux, euh, qu'on se retrouve en Irlande pour du coup enfin, avoir tout simplement plus de quantité à offrir à nos clients. Donc on est voilà, toute l'année en France et puis un jour dans l'année, on se retrouve aussi en Irlande. Et on a pas mal de vidéos qui tournent aussi sur YouTube où on peut Ouais. justement nous voir un peu au contact des éleveurs et finalement le relationnel qu'on a avec eux et l'aspect éthique qui est abordé de manière très, Ouais. très concrète. D'accord. En France, on a des restrictions, ou en Irlande peut-être aussi, par rapport à comment sacrifier. Ça en est où aujourd'hui? Alors, il faut savoir de manière générale, hein, Mhm. on n'a pas le droit normalement de sacrifier chez soi. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui récoltent des amendes. On n'a pas le droit de faire du transport aussi Mhm. d'animal parce que bah, c'est puni par la loi. Donc, la réglementation, finalement, elle tend à trouver des alternatives comme à l'eau bouton, comme des boucheries ou comme d'autres alternatives qu'il peut y avoir Mhm. pour justement être dans le respect de la réglementation française, tout simplement parce que c'est devenu une difficulté. Tout le monde n'a pas un pavillon avec, euh, avec un jardin pour pouvoir faire son sacrifice. Et après, il y a aussi ce principe de délation où on va voir son voisin musulman qui va
malheureusement qui va avoir un mouton dans son jardin. Et, Ouais. euh, et ça a une connotation négative, en fait. Malheureusement, voilà, faut dire ce qui est. Aujourd'hui, avec Allo Mouton, l'idée, c'était aussi de pouvoir donner une image positive de la communauté en montrant qu'on est capable de faire de belles choses, euh, non pas seulement d'un point de vue éthique euh, et d'un point de vue halal, c'était aussi de se dire, voilà, regardez, ce qu'on fait, c'est des agneaux de qualité, découpés, mis sous vide, Mhm. que vous pouvez venir récupérer avec un service qui va avec une plateforme en ligne efficace. Là, on est en train de développer aussi notre application mobile. Donc, OK. on pousse en fait à être dans quelque chose de perfectionné. Hmm. Je parlais de ça, mais aussi du coup les réglementations dans la loi en fait par rapport à la manière de sacrifier l'étourdissement. Ouais, alors du coup, pour l'instant, en France, il n'y a pas de question d'étourdissement ou d'électronarcose Ouais, obligatoire. électronarcose sur C'est chat. vrai que voilà, l'électronarcose, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été abordé, mais pour l'instant, on n'a pas d'interdiction à ce niveau-là. Contrairement, par exemple, à nos voisins à la Belgique, qui, eux, ont cette contrainte où l'électronarcose, en fait, est obligatoire. En France, on arrive encore à conserver le sacrifice rituel classique sans étourdissement, sans électronarcose. C'est D'accord. une chance et j'espère que ça continuera dans cette voie-là puisque ça posera sinon un vrai souci pour nous. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. OK. Et puis même d'un Et point de vue qualitatif, hmm, pardon, excuse-moi, mais d'un point de vue qualitatif, la viande est totalement différente avec et sans électronarcose. c'est dû à quoi, tu sais? C'est le choc de la bête, tout simplement. Enfin, pourquoi on a une manière particulière de devoir sacrifier et pourquoi les commandements, enfin, ont été clairs et simples. C'est qu'on ne doit pas choquer la bête. La bête ne doit pas voir le couteau. Elle ne doit pas savoir qu'elle va être sacrifiée. En fait, elle doit être dans un environnement totalement serein. Et c'est ce qu'on fait nous, en tout cas depuis le début. Les agneaux vivent en full time en extérieur. Euh, En fait, ils passent 2 semaines dans la bergerie et ensuite Hmm, ils sont uniquement dans les pâturages. Et ils arrivent le matin très tôt, donc le jour de l'Aïd, ils arrivent en fait dans la bergerie de l'abattoir. Mais en fait, à aucun moment, ils continuent à avoir de l'eau, de la nourriture à disposition. Mais en fait, à aucun moment, voilà, il y a pas ce stress en fait. Il n'y a pas, pour la petite anecdote, l'abattoir, en fait, il est entouré de plein d'éleveurs. On sort de l'abattoir et puis il y a des moutons sur la route. Enfin, c'est vraiment, il n'y a hmm, pas 500 km de transport pour faire arriver les agneaux à l'abattoir. ouais. Il y a peut-être 5-10 minutes grand maximum. Et Hmm. le fait de réduire ce temps, le fait de ne pas stresser les bêtes, de leur laisser aussi un peu de temps pour se reposer bon, avant le sacrifice, voilà, Il n'y a pas c'est une marée important de puisque sang autour d'eux, enfin, ce genre de choses non, qui. non, non. Et puis Hmm, les agneaux, en fait, ils font une espèce de ligne, ils arrivent un à un, et puis les sacrifices se font en fait avec la tête de l'agneau tournée, enfin voilà, ils ne voient pas le couteau, et c'est très rapide. C'est comparativement à l'électronarcose, pour avoir vu les deux, l'électronarcose, pour moi, c'est quelque chose de choquant. Ok, très bien. Donc, au moment où on se parle, ça fait combien d'années que vous avez lancé Allo Mouton? Est-ce que vous avez des statistiques par rapport au nombre de bêtes sacrifiées, nombre de clients, Ouais. etc. Je vais parler en statistiques. Je vais pas parler en nombre de clients parce que du coup, voilà. Mais on a lancé Allo Mouton en 2015. Donc là, on arrive sur le septième Aid. Et la première année, c'est vrai qu'il y avait ce stress de lancer en fait une plateforme en ligne. On ne savait pas si ça allait prendre ou pas. Et finalement, on a les médias de la communauté qui nous ont suivis et les médias aussi, entre guillemets, français conventionnels qui ont comment dire, mis en lumière le projet d'Allo Mouton, tout simplement parce que c'était quelque chose de novateur. On proposait une alternative, un sacrifice qui permettait de respecter nos principes religieux, tout en respectant la réglementation française et les lois en vigueur, tout simplement. Mhm. Donc on n'avait vraiment aucune visibilité, hein. Mais ça a été plusieurs centaines de familles qui nous ont fait confiance. Donc dès la première année. Euh, Ensuite, pour les 2 premières années, on s'était concentré uniquement sur l'Aïd. Donc, on travaillait d'Aïd en Aïd, en fait. Donc, Ouais. on faisait finalement qu'une proposition dans l'année où on avait une offre Vous unique. travaillez 2 mois par an.
Ouais, ouais, mais ça se préparait quand même, ça se préparait Ah, quand je même plaisante, je bien à plaisante. l'avance, Ça se hein. prépare à Ouais. l'avance, oui, je sais. Ouais, ça se préparait bien à l'avance. Et après, en fait, finalement, les gens nous l'ont demandé et puis c'est Mhm. devenu, c'est pas, ça nous a paru évident. On a lancé les naissances. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait une vraie demande, il y avait un vrai besoin. En fait, les familles qui viennent d'avoir un nourrisson connaissaient pas forcément, et c'est là où aussi on est dans ce côté pédagogique, mais ne savaient pas forcément qu'il y avait un sacrifice à faire pour la naissance, Mhm. qu'il Un a pour la réalisé fille généralement et deux un pour les pour la garçons. fille. C'est ça, un pour la fille, deux pour les garçons. Et généralement, le sacrifice se fait au septième jour. Donc, au mieux, c'est le septième jour. Ensuite, il y a la sunnah du 7, 14 et 21e jour. Donc, Mhm. euh, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, de parents qui nous appellent parfois un petit peu affolés avant même la naissance en nous disant, du coup, est-ce que je peux commander mon agneau? Mais je dis, mais on ne sait pas quand est-ce que quand est-ce que votre enfant va naître. Donc, attendez, parce Ouais. que du coup, il y a un calcul qui est très précis en fonction du fait que ce soit avant le Maghreb ou après le Maghreb. Donc, Mhm. ça diffère et puis voilà, on ne peut pas prévoir à l'avance, même si on sait plus ou moins quel jour va naître l'enfant, on ne peut pas acheter en tout cas l'agneau avant. Et une fois qu'on sait, nous, on est là justement dans ce système d'accompagnement où les gens peuvent soit commander en ligne parce qu'ils savent quel jour ils doivent sacrifier, soit ils nous Ok. appellent et on les oriente Parce que du coup, ils voilà. peuvent faire la demande. Il y a quoi? Il y a un délai avant de faire le sacrifice, un délai minimum. Ou ils peuvent faire la veille pour le lendemain. Ça marche On aussi. fait la veille pour le lendemain. Voilà. Ah, super. Si tu commandes le lundi, le mardi, le sacrifice se fait et on a 2 jours ouvrés, le temps de faire, d'avoir le repos de la bête, que la viande vraiment euh, puisse, Mhm. euh, puisse refroidir et ensuite on fait la découpe. Et là où ça Mhm. a été intéressant pour nos clients, c'est que finalement, ça les facilite. Voilà, une maman qui vient d'accoucher, un papa qui vient d'avoir un enfant, enfin, c'est pas facile dans les Mhm. débuts. Et le septième jour, je pense qu'ils sont comme pour la plupart épuisés. Et puis, ça leur permet finalement de ne pas avoir cette charge-là. Et de l'autre Mhm. côté, comme on propose le don et qu'aujourd'hui, le don représente quasiment 60% de nos ventes, on se rend compte que les gens finalement ne veulent pas forcément venir récupérer leur agneau, mais qui préfèrent le donner. Et ensuite, nous, on a un process assez clair. En France, malheureusement, on ne peut pas prendre des photos et vidéos des sacrifices, mais pour tous les sacrifices qui ont lieu à l'étranger, donc dans les 4 pays où on est implanté, à savoir Madagascar, Pakistan, Maroc et Yémen, on envoie une photo avec le sacrifice, la vidéo quand la personne nous le demande en fonction de la sensibilité de chacun, mais on voit le mouton avec le petit panneau du nom et prénom du papa et de l'enfant. D'accord. Donc ça, c'est pour les naissances, hein. Et on le fait aussi pour l'Aïd. On le fait également Ok. pour l'Aïd. Donc c'est pour les L'idée personnes qui ne aujourd'hui, c'est veulent pas d'être... récolter quoi que ce soit ou qui vivent peut-être à l'étranger ou ce Exactement, genre de choses, comme moi, par exemple, qui vis à exactement. l'étranger. Ouais, Euh, ouais. Ça peut être c'est plus pratique. Donc ils peuvent faire le don de ce sacrifice dans un pays. Dans un pays qui vont choisir sur notre plateforme, sur notre site. Pas en Et France. derrière, c'est... Il y a des dons en France aussi. Alors, si, en France aussi, on travaille avec 18 associations en France Ok. qui viennent récolter toute l'année les dons. On a énormément de personnes qui donnent parce qu'elles connaissent les associations avec lesquelles on travaille. Donc, c'est pour elles aussi la garantie finalement de voir leur viande passer, de voir le sacrifice qu'ils ont fait pour leur enfant être utilisé Hmm. à des fins, des fins nobles finalement, puisque ça va être soit pour des colis alimentaires, soit pour des maraudes. C'est toujours on a sélectionné des associations avec des critères sociaux très spécifiques et Hmm. eux-mêmes sélectionnent leurs bénéficiaires avec des critères sociaux qui sont spécifiques parce que on veut que ça revienne à des personnes qui sont en situation de besoin et qui ne mangent pas de viande. Donc Hmm. là, on a commencé avec la France. On a commencé avec la France. Donc, on a fait 6 années, dans 7 années d'associatif sur la France et on continuera à le faire comme on l'a toujours fait. Mais là, notre souhait d'aller à l'international, de s'internationaliser, ça a été de pouvoir aussi répondre à des besoins et à des demandes dans d'autres pays. Et les gens apprécient le fait de pouvoir recevoir leurs vidéos et leurs photos parce qu'il y a une transparence totale. Souvent, il y a des Hmm. associations où en fait on va donner et on leur fait totalement confiance. Et il y a énormément d'associations qui sont très sérieuses et d'autres où c'est vrai que comme il n'y a pas de transparence, il n'y a pas forcément de visuel, il n'y a pas forcément de photos, ils vont être Ouais. dans cette interrogation en se disant est-ce que j'ai donné, est-ce que ça a vraiment été fait? Après, c'est Hmm. l'intention qui compte. Bien évidemment, la NIA reste le plus important, mais je pense que la transparence est très, très importante aujourd'hui
Et voilà, D'accord. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, la transparence, hein, je pense. Juste, je voulais revenir par rapport aux 7 jours, 7, 14, 21, par rapport au sacrifice. Moi, j'avais fait l'erreur. J'ai failli faire l'erreur de compter dans le comptage des jours. C'est peut-être utile pour certaines personnes qui auront besoin de faire ça bientôt. Quand, par exemple, si on a une naissance un lundi, par exemple, avant le Morlub, disons, moi, je pensais que le septième jour, c'était le lundi d'après. Toi, ton enfant, il était né le lundi avant le Maghreb, c'est ça? C'est un exemple, pardon. Alors, en règle générale, donc je vais te donner un exemple concret en partant sur des jours. Ouais. Donc, si ton enfant est né un lundi avant le coucher du soleil, donc avant le Maghreb, en fait, le jour d'abattage sera le dimanche. Donc, finalement, le septième jour est le J'avais dû dimanche. changer mon sacrifice 3 jours Ouais, avant. Je me suis dit, ah, non, c'est pas, ouais, faut pas faire lundi, il faut le faire enfin, c'était pas lundi, exactement. mais j'ai dû reculer d'un jour parce que j'ai failli faire l'erreur. Mm. Donc peut-être que ça servira à des personnes, cette information. Bah, je l'espère, je l'espère. Et après, quand il a lieu après, du coup, le sacrifice, donc si c'était un lundi, il aura lieu, enfin, après le Maghreb, du coup, si c'était un lundi, ça aura bien lieu le lundi d'après. Donc, Hmm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, qui n'ont pas l'information, et du coup, on est là justement pour les accompagner. Mais après, il y a aussi des personnes qui ne savaient pas qu'il y avait ce principe des 7, 14 et 21e jour, Hmm. parce qu'on n'a pas des enfants tous les jours. Donc, C'est voilà, c'est quand sûr. même un événement important. Et puis, on a des personnes qui nous disent, mince, j'ai dépassé le délai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est trop tard? Et en fait, Hmm. non, après le 21e jour, il n'y a plus de date préconisée. Ouais, En fait, le plus tôt reste le mieux. d'accord. Et en fait, on appelle ça en arabe la aqiqa, si je prononce C'est bien. ça, exactement, exactement. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une idée reçue, c'est qu'il faut avoir la viande le jour où on fait le sacrifice. Non? Parce qu'en général, on entoure ça d'un événement quand on a une naissance. Donc, on fait un repas parfois où on invite des personnes et on célèbre ça. Mais on n'a pas forcément besoin de manger le mouton le jour même. Non, alors, en fait, l'objectif, c'est de faire le sacrifice le bon jour. Je le dis Ouais. souvent, que ce soit pour l'Aïd ou pour les naissances, l'idée, c'est de faire le sacrifice le jour, euh, voilà, que ce soit pour l'Aïd, donc après la prière, et pour la naissance, dans le délai. Et après, le moment où on le consomme, ça va être un moment où finalement on va se réunir, où c'est pas forcément le Ouais. jour J. Il y en a Hmm. qui le font, et tant mieux s'ils arrivent à le faire. Mais nous, en tout cas, dans la solution qu'on propose, c'est vrai que on est sur minimum 2 jours de délai. Hmm. Donc c'est généralement pas possible. Mais je sais que pour la plupart, ils organisent des repas derrière parce qu'ils nous demandent, on propose la cuisson en méchoui. Donc du coup, ils nous Ah, demandent c'est la pratique ça. cuisson. Mhm. Et du coup, on fait un espèce de package complet où on a son agneau sacrifié. Il est cuit chez nous. Et puis, il arrive à domicile livré chaud. On a des caissons isothermes qui permettent de livrer chaud. Donc, Mhm. ils savent qu'un agneau, ça correspond à peu près à 30 personnes en termes on leur donne une jauge et ils ont le choix de prendre soit un demi-agneau cuit et un demi-agneau découpé mis sous vide, soit de prendre un agneau complet cuit ou alors voilà, quand il y a le méchoui ou alors pas du tout cuit, mais dans ce cas-là, il est Hmm. découpé et mis sous vide. Ah, c'est beau la technologie. Pratique. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'après après la facilité, c'est que un site de vente en ligne, on peut commander à toute heure. On voit des commandes à 2 heures du matin. Enfin, voilà. L'idée, c'est Hmm. d'être disponible. On est déjà très, très réactif, mais le fait d'avoir un site internet où on peut sélectionner soi-même et pouvoir faire toutes les actions sans avoir à appeler ou à faire les choses par téléphone, ça facilite énormément les gens. Ouais. Très bien. Bah, écoute, on a bien parlé de nos moutons. Je pense qu'on a traité un peu des sujets les plus importants. J'espère qu'on n'a pas oublié grand-chose. En tout cas, si sont des questions, ils pourront toujours venir vous demander, j'imagine. Ouais, ouais, Euh, ouais. je voulais juste rapidement évoquer, parce qu'en fait, à nos moutons, ce n'est pas ta seule entreprise. Tu as aussi, Exact. une autre, je ne sais plus, entreprise. Est-ce que tu pourrais nous Oui, le dire oui. rapidement? Alors du coup, on a aussi une deuxième structure. Donc, on est 3 gérants sur Allo Mouton, donc Mhm. Kamel, Sofiane et moi. Et on a aussi la structure des Enfants Terribles Traiteurs, donc qui était à l'initiative de Kamel et Sofiane au départ, qui est une structure qui se porte sur l'événementiel. Donc, on fait principalement tout ce qui va être mariage, événements, séminaires, banquets, réceptions en général. Et Sur on a toute la aussi une France ou partie Paris? boutique. Alors, on se déplace dans un périmètre de 200 km autour de notre laboratoire qui se trouve, de nos locaux qui se trouvent à la Courneuve. Ok. Et on a aussi la partie boutique, donc on a développé pendant la période du Covid, ou bon, en tout cas qui a pris
un coup de boost pendant la période du Covid, où voilà, on livre en fait des méchouis à domicile, des plateaux cocktails pour des petits événements. Ça peut être, on a fait des mariages aussi, mais ça peut être des petits mariages en petit comité, des baptêmes, des anniversaires, des simples repas. Et pour ça, on a vraiment deux plateformes différentes. On a le côté événementiel qui va avoir un accompagnement très différent puisqu'on va proposer la dégustation dans les conditions réelles du mariage dans nos locaux, l'accompagnement sur la prestation. Donc, c'est vraiment des clients qu'on va garder à peu près sur un an et demi, le temps de la préparation de leur mariage, parce que c'est souvent des mariages. Et de l'autre côté, le côté boutique où en fait les gens commandent tous les jours pour soit leur entreprise, soit, voilà, comme je disais, des événements de la vie quotidienne. Et, ça, c'est l'avantage d'avoir un petit peu centralisé toutes nos activités, que ce soit Allô Mouton, les Enfants Terribles Traiteurs ou les Enfants Terribles Boutiques, c'est qu'on se trouve dans les mêmes locaux et qu'on s'adresse à la même clientèle, puisque les clients qui vont se marier avec nous vont faire le sacrifice de l'Aïd avec nous. Quand ils vont avoir un enfant, ils vont faire appel à nous pour leur service de naissance. Donc, on s'adresse à des clients qui finalement nous suivent sur les grands événements de leur vie et je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Donc, les Enfants Terribles, un resto que je recommande, que j'ai eu l'occasion de goûter une fois sur invitation d'amis. Très, très bon. Je Ouais. recommande Alors, les épaules d'agneau, je crois, qui étaient… du coup, on a plus de restaurants. Les restaurants, Ah, ça n'existe plus depuis déjà 5 ans. C'est vrai que les gens continuent à confondre et à penser qu'on a un restaurant, écoute. mais on est vraiment uniquement Hmm. que traiteur. On est Mhm. que traiteur. Et la fameuse épaule d'agneau, tu peux quand même la retrouver sur notre boutique en ligne. Et c'est la viande best-seller. C'est ce qui se vend quasiment le plus parce que elle fait l'unanimité. Ouais. Tu as bien fait de mettre en avant le côté épaule. Et l'avantage, tu vois, justement, l'avantage, c'est que on utilise notre savoir-faire d'Allô Mouton Mhm. avec l'éthique, le halal, la qualité sur la partie traiteur, où en fait, on va avoir des viandes d'exception sur la partie, en général, sur l'agneau. Et les gens commandent et recommandent souvent nos services pour l'agneau. Ouais, qui est très bon. Ok, très bien. Bah, écoute, on arrive à la fin, Roxane. Je voulais te poser une question quand même avant de terminer par les petites questions. C'est en tant que mère, que femme, qu'épouse, que gérante, je ne sais pas si tu es co-gérante, en tout cas, tu as des partenaires. C'est quoi ton organisation? Comment tu fais pour t'organiser parce qu'on a l'impression que tu vas être très active. Comment tu fais pour gérer ça? Ouais, alors, c'est pas facile de trouver le juste équilibre entre tous ces rôles qu'on a, parce que voilà, on est, on est généralement très sollicité quand on est maman, quand on est chef d'entreprise et qu'à côté, on a aussi nos obligations familiales, hein. Finalement, c'est Mm. tout un système, tout un environnement qui fait qu'on est constamment sollicité. Je pense que ça joue beaucoup tout se joue sur l'organisation. Oui. C'est vrai que j'ai une organisation, entre guillemets, un peu millimétrée. Mhm. Je tiens des plannings. Alors, je m'y tiens pas toujours forcément, hein. J'arrive pas toujours à faire ce que je veux faire dans le temps imparti ou le bon jour, mais j'ai une ligne conductrice. Je m'organise au mieux. Je fais des organisations par semaine et ensuite par jour pour me permettre finalement d'avoir une visibilité. Il y a des tâches, aujourd'hui, je l'ai compris avec le temps, mais qui sont moins importantes. Il y a des tâches qui sont très importantes. Et l'idée, c'est de trouver le bon moment pour traiter chacune des tâches. Je prends mon exemple, mais ce n'est pas forcément le bon exemple. Moi, pour les tâches qui sont un peu longues et difficiles, je préfère travailler le soir. Le soir, c'est un moment où voilà, je ne vais pas être sollicité par téléphone, je ne vais pas être sollicité par, euh, par les collègues dans la structure ou autre, et ça va me permettre d'être vraiment focus sur ce que je fais. Ok. Et puis la journée, ça va être plus des tâches en fait récurrentes et du rapide pour rester disponible voilà, en cas de besoin. Et après, bien évidemment, il n'y a pas de solution miracle, hein. Je suis fatiguée comme tout le monde. Mhm. Je suis parfois, voilà, j'ai besoin de faire des breaks comme tout le monde. Et cet équilibre, il est dur à atteindre, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, quand les sociétés arrivent à leur rythme de croisière, puisque les premières années restent quand même les années les plus difficiles, quand on arrive à un rythme de croisière et qu'on arrive à déléguer, c'est là où finalement on devient vraiment organisé. Qu'est-ce qui te motive à garder cette énergie, à avoir cette énergie?
Euh, Que tu n'es pas obligé de faire ça. Tu pourrais, si tu veux, ne pas t'investir autant. Ouais. La raison principale qui me pousse à continuer, c'est bon, déjà, je me retrouve dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'ai jamais été salarié et j'aime cette manière de fonctionner. J'aime le pouvoir, enfin, l'idée de pouvoir organiser mes journées comme je le souhaite, Hmm. pouvoir lancer des projets de ma propre initiative, pouvoir être finalement d'un certain côté libre, mais en même temps voilà, il y a quand même des responsabilités qui sont importantes. De l'autre côté, l'idée de pouvoir aussi agir pour la communauté musulmane de France et proposer des services dont ils ont besoin, puisqu'on le voit, voilà, de manière récurrente, les gens commandent chez nous. Et ça, c'est une satisfaction quand on entend merci d'être là, merci de proposer ces services, vous m'avez sauvé la vie, entre guillemets, hein, bien évidemment, on Hmm. sauve la vie de personne, euh, mais c'est des petites phrases qui nous poussent à nous dire ah oui, ouais, en fait, ce qu'on fait, ça sert. Hmm. Ça a du On a, sens. ça a du sens exactement. Et en fait, ça redonne du sens à, à notre motivation. Chaque année, il y a des moments comme ça ou des personnes qui vont nous interpeller et nous dire, enfin, nous remercier. Et on se dit, mais c'est pour ça qu'on lâche pas. C'est pour ça qu'on lâche pas et que même si dans l'entrepreneuriat, tout n'est pas toujours tout rose, on a cette chance de pouvoir choisir de faire ce qu'on veut et de Hmm. pouvoir bouger les choses, en tout cas à notre échelle. Et ça, c'est déjà énorme. Il y a beaucoup d'entreprises pour la communauté musulmane, mais des entreprises innovantes, il y en a pas des masses. J'ai interviewé récemment là, le fondateur de Mizen, donc la néobanque islamique, je ne sais pas si ça te parle, qui va Mm. bientôt ouvrir. Voilà, des projets comme ça, il y en a pas, ça court pas les rues. Voilà, maintenant, digitaliser, sacrifice, récupérer sa viande sous vide, propre, voilà, tout organiser, c'est pas quelque chose qui est facile à organiser. Et c'est des projets que j'aime beaucoup, ce genre de projets qui font avancer les choses pour la communauté musulmane, pour faciliter la pratique de la religion. Pour moi, c'est les meilleurs projets en fait. Il n'y a pas mieux que Mm. faciliter son frère à pratiquer sa religion. Donc, je vous remercie moi-même pour ce que vous faites. C'est gentil. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Je vais terminer par vraiment les petites questions très rapides. Donc, est-ce que tu as des routines quand même malgré ton travail immense? Est-ce que tu as des choses qui reviennent régulièrement, qui t'aident à progresser ou qui t'aident à garder ton énergie? Mes routines, comme je te le disais, bon, enfin, ça va être mon organisation au quotidien. Ouais. C'est les choses que je ne dois pas perdre de vue, à savoir la veille concurrentielle, le développement de la société, se mettre à jour sur voilà, ce qui se passe sur le marché en général, euh, toujours être dans le contrôle finalement de la qualité et ne pas se laisser aller. Parce que parfois, il y a des business qui se lancent et les premières années, c'est génial. Et ensuite, ça perd un petit peu en qualité. Et Ouais. l'idée, nous, c'est d'y aller crescendo, de se dire, voilà, on est parti d'un point et on veut arriver à faire encore mieux si Allah nous le permet vraiment de développer cette société, voilà, pas seulement qu'en France, mais à l'international. Là, Mhm. je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais on livre en France, on livre dans toute la France. Ça, c'est un point qui est important. Mais on livre Ouais. aujourd'hui aussi en Belgique. Et on répond aussi à une demande en Belgique voilà, où finalement des personnes sont intéressées par nos services. Alors, bien évidemment, la communauté musulmane en Belgique est moins importante qu'en France, mais ça reste quand même un marché qui est ouvert. Très bien. Est-ce que tu as une recommandation de livre ou de film ou quoi que ce soit qui t'a particulièrement marqué, une référence? En fait, je suis très roman. Je suis une fille Ouais. vraiment à l'eau de rose. Donc, je ne vais pas recommander un roman. Je trouve ça trop bizarre. Mais je lis aussi. Enfin, après, voilà, comme je te disais, je suis très podcast et je vais surtout Ouais, suivre des podcast. Ouais. podcasts. Ok. Ouais. Mhm. Moi, en fait, généralement, je vais être très podcast. Je vais surtout suivre des douros étrangers, souvent étrangers. En anglais. Mhm. Ouais, anglais, en anglais, obligatoirement, parce que je trouve que les connaissances en fait qu'on peut avoir lorsqu'on maîtrise l'anglais, en fait, elles se dupliquent. Du coup, toutes les personnes qui vont parler anglais, voilà, vont avoir en fait, notre capacité, elle augmente. Notre capacité de savoir augmente. Parce que si on se limite au podcast, malheureusement, français, ben, ils sont pas assez, aujourd'hui, ils sont pas assez riches. Et finalement, ils répondent pas à des problématiques que des anglo-saxons ont déjà répondu. Après, quand je dis anglo-saxons, ça peut être juste des anglophones, hein, pas forcément que Ouais. des Américains ou des Anglais. Ouais. Mais ne serait-ce qu'en cherchant même des mots-clés ou des choses sur Google aujourd'hui,
en anglais, on trouve beaucoup plus de réponses qu'en français. C'est vrai. Mm. Et du coup, tu as un podcast Donc, ou un podcast que tu écoutes régulièrement, par j'ai exemple? ouais, j'ai un podcast que j'écoute, je pense que c'est celui que j'écoute de manière quotidienne, où j'ai suivi tous ces podcasts. C'est le frère Nouman Ali Khan. Je ne sais pas si ça Ouais, te dit quelque chose. bien sûr. Et je pense que j'ai écouté tous ces podcasts très, très Hmm. sérieusement parce que, il est très intéressant dans sa manière d'aborder les choses. Deux, il pousse les musulmans en fait à sortir de leur zone de confort. Et ça, je Ouais, trouve ça tellement motivant. Il parle de l'entrepreneuriat, il parle du fait que justement, lorsqu'on entreprend, on a cette capacité à, du coup, engendrer, enfin voilà, avoir entre guillemets un portefeuille plus important et donc du coup à pouvoir investir dans la communauté et Mhm, finalement à mhm. pouvoir l'élever. Et c'est là où ça prend tout son sens. Et quand j'écoute ces séances un petit peu, pour moi, en fait, il a ce côté double fonction où d'un côté, il va parler du côté religion et de l'autre Ouais, côté, il va intégrer l'entrepreneuriat. Et c'est hyper intéressant. ouais. Franchement, je ressors d'un DARS, je suis motivée comme jamais, mais comme jamais. Ok, bah Ouais. écoute, je connais très bien, j'écoute régulièrement aussi dans Khan. Donc, je mettrai en description une là pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà, mais beaucoup de vidéos, même sous-titrées en français, il me semble. C'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas de découvrir ça. Très bien. Enfin, dernière question. Roxane, comment faire pour te suivre ton travail, Allo Mouton? Et si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Alors, on peut nous suivre sur Instagram, sur Allo Mouton, tout simplement, Mhm. @Allo Mouton. Sur Facebook, pareil, sous le même nom. Mhm. Ensuite, lorsqu'on vient sur le site internet, on a une petite chatbox avec laquelle vous pouvez, les Ok. gens peuvent communiquer avec nous. Et moi, de Mhm. manière personnelle, j'ai mes réseaux sociaux. Donc, sur LinkedIn, je, je suis très sollicitée, mais j'essaye quand même de répondre. Souvent, il y a des personnes qui viennent vers moi pour des initiatives entrepreneuriales et j'essaye de donner un coup de pouce. Et j'adore le faire. Donc, sous mon nom, du coup, Roxane Derailly Tafazoli, on peut me retrouver pour m'ajouter. Super. Bah, écoute, Roxane, c'était hyper intéressant comme échange. Je trouve que, voilà, encore une fois, je ne vais pas redire ce que j'ai dit plus tôt, mais votre initiative est très importante en tout cas. Elle facilite aux musulmans tout simplement, elle permet à certains musulmans d'accomplir des obligations qu'ils sont censés faire et qui sont, enfin même d'éduquer ceux qui ne savent pas et de faciliter ceux qui savent. Donc c'est vraiment intéressant. Et mais du coup, le Eid approche très vite, là, le Eid al-Adha, dans quoi, dans deux Très mois, au grave. moment où on parle. Là, ça va être Ouais. dans un mois, dans moins d'un mois, enfin un mois et demi, pardon. Pardon, oui, Dans un n'importe mois et quoi, demi. moi, deux mois, rien à voir. Ouais, c'est en juillet, là, on est Non, non, déjà mais début juin. ouais, ouais, là, c'est prévu pour le 10 juillet approximativement. On lance les ventes très prochainement, Inch'Allah. D'accord, donc c'est pas encore C'est ça. possible, mais très vite, on pourra. Non, non, non. En fait, c'est pas possible parce que cette année, mais ça, tu n'étais pas obligé de le mettre. Ouais, ça, j'en ai Cette rien. année, en fait, on a développé l'application mobile et le site qui va avec, et on a voulu vraiment se professionnaliser en fait pour faciliter les retraits, donc avec des QR codes, le retrait des associations pour qu'elles reçoivent aussi de l'autre côté, enfin pour que le donateur reçoive directement l'information, des QR codes aussi. Donc en fait, on est en train de changer tout le système et Ouais, ça devait être livré fin mai. Ça a pris un petit peu de retard. J'avoue, j'ai un peu la pression, on est le 6 juin. Mais 80% de nos ventes, elles se font dans les 10 derniers jours, à partir du moment où les gens savent euh, ouais, quand a lieu l'Aïd al-Adha. Par contre, il n'y a pas un jour là depuis un mois où j'ai pas la question c'est quand que vous ouvrez les ventes? Hier, j'ai reçu une quarantaine de messages et j'ai commencé à avoir vraiment la pression. Je me dis, ah, mince, on est en retard, ouais, quoi. On est en retard et à la fois, non, parce que on n'achète pas son agneau autant à l'avance. Enfin, ouais. Ouais, de toute façon, mais 2 semaines à l'avance, c'est largement suffisant, quoi. c'est déjà très bien. Très bien. Mais écoute, Voilà. Roxane, je vous souhaite quoi? Qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite le meilleur avec Allo Mouton, avec les autres entreprises Inch'Allah. aussi. Inch'Allah, je demande à Dieu qui vous mette la baraka, qui vous facilite et qui fasse qu'il y ait d'autres Amin. opportunités comme la Amin. tienne qui facilitent aux musulmans. Amin. Barakallahu fik. Et bah, je te souhaite également la même chose pour du coup ton initiative, que ce soit de mettre en lumière les entrepreneurs de la communauté musulmane. Je pense que c'est une très belle initiative parce que on en parle, mais pas assez. Et là, on peut s'exprimer et parler de notre propre voix. On n'a pas souvent la chance de pouvoir dire ce qu'on souhaite dire.
et surtout parce qu'on n'est pas assez reconnu en France en tant que musulman, je pense. Donc, Mhm. il faut plus d'initiatives comme la tienne également. Je te Donc, Allah te remercie. facilite également. Amin. Barakallahu fik. Roxane, à Ouais, très vite, ouais. Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Alaykoum salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.